Bonjour, aujourd'hui on va parler de la notion de bien. Un bien, qu'est-ce que c'est? Pour répondre à cette question, on va aborder dans ce diaporama trois grands thèmes. Donc tout d'abord son sens. En second temps, nous allons aborder la distinction entre chose et bien et la distinction entre bien et chose. Donc on verra le patrimoine. Donc tout d'abord son sens. En effet, il y en a trois. Donc le premier sens, c'est le sens des choses corporelles ou incorporelles. En effet, les choses corporelles ou incorporelles font l'objet du commerce juridique des hommes. C'est toute chose dont l'utilité justifie l'appropriation. Donc, elles peuvent être corporelles, c'est-à-dire perceptibles par les sens, ou bien incorporables, c'est-à-dire perceptibles par l'intelligible. On a ensuite des droits réels. Des droits réels, qu'est-ce que c'est? Ce sont des droits qui portent sur des choses, qui créent un lien direct entre personne et chose, et qui permettent donc ainsi de profiter de l'utilité de la chose. On peut citer par exemple le droit de propriété, qui est un des basiques des droits réels. En troisième temps, on a les droits personnels, patrimoniaux, de créance. Tout ça, c'est des synonymes. Donc ces droits personnels, ce sont des droits évaluables en argent, qu'on appelle donc droits patrimoniaux. Le sont aussi des droits perso de créance. On peut ainsi les céder. Donc voilà, ici on a quelques exemples. Et il y a quelques distinctions à faire donc entre les différents droits et les choses incorporelles. En effet, les droits, ce sont des liens juridiques reliant des personnes entre elles ou des personnes avec des choses, tandis que des choses incorporelles, ce sont des entités artificielles, objets de droit. Donc il faut bien faire la nuance. Concernant la distinction entre choses et biens, elle est nécessaire aussi, car on va le voir tout de suite après, elle est très importante en droit. Tout d'abord, la première distinction à faire, c'est que toutes les choses ne sont pas des biens. Mais on verra aussi que tous les biens ne sont pas des choses, avec l'exemple du coup du patrimoine. Donc tout d'abord, donc toutes les choses ne sont pas des biens. En effet, on dispose de plusieurs critères, dont celui de l'utilité, pour montrer que toutes les choses ne sont pas des biens. Donc ce premier critère, il a été reconnu par différents auteurs, dont je vous laisse les citations juste ici, qui nous disent, donc qui sont des auteurs d'ailleurs du XVIIIe et XIXe siècle, qui nous disent que les biens servent à l'usage de l'homme et lui permettent de satisfaire ses besoins en les utilisant ou en les échangeant. Donc c'est une conception utilitariste. Mais ça nécessite de qualifier ce qui est utile pour l'homme et ce qui lui est appropriable. Parce que si on prend l'exemple du sang, eh bien, il est utile pour l'homme, mais par contre, il n'est pas appropriable pour autrui. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce second critère. Qu'on utilise ce second critère, qui est celui de l'appropriation. En effet, différents auteurs, là encore, expliquent que seules les choses sont susceptibles d'appropriation et peuvent recevoir la qualification de bien. Ainsi, on a la synthèse de plusieurs de ces citations, qui est celle de Carbonnier, qui nous dit que les biens sont toutes les choses qui peuvent prouver à l'homme une certaine utilité et qui sont susceptibles d'appropriation privée. Ce terme d'appropriation privée est très important, car on fait face à des exclusions. En effet, il y a certaines choses qui ne sont pas appropriables et qui sont donc du domaine public. C'est par exemple le cas des res communes, donc qu'on divise en deux catégories, res nullius et res delictae.
Les res communes, ce sont des choses communes à tous, donc selon l'article 714 du Code civil, et qui peuvent être appropriées, mais cela ne doit pas gêner l'utilisation commune, car c'est quelque chose de commun. Donc comme je vous l'ai dit, il y a les res nullus, qui peuvent être le gibier, les poissons pêchés en mer, les coquillages, etc. Donc ils n'ont jamais eu de propriétaire, ou bien ce peut être les res delictae, qui avaient un propriétaire auparavant, et qui n'en ont plus, car le propriétaire les a abandonnés. Donc ça peut être un livre qui a été perdu, ou bien quelque chose qu'on retrouve dans la poubelle ou quoi, peu importe. Ça, ce sont des res delictae. Ensuite, on a d'autres choses qui ne sont pas appropriables. C'est le cas par exemple des choses du vivant. Donc on peut prendre l'exemple du corps humain, qui est inviolable et sacré selon les lois bioéthiques, notamment l'article 16, ainsi que les articles 16-1-1 du Code civil, qui nous disent que selon le principe d'indisponibilité du corps humain, il n'est pas une chose, il n'est pas appropriable. Ainsi, les animaux également sont soumis à certains droits particuliers, malgré le fait qu'ils soient des choses. C'est notamment le cas pour la réunineuse qui a permis de montrer ceci, ainsi que l'article 515-14 du Code civil. Donc il y a une protection accordée aux animaux, car ce sont des êtres vivants et sensibles, doués de sensibilité. Donc, on a bien vu qu'il existe des exclusions au fait que les choses soient des biens. Là, toutes les choses ne sont pas des biens. Mais il se peut également que tous les biens ne soient pas des choses. C'est le cas du patrimoine. Le patrimoine n'est pas une chose, mais c'est un bien. En effet, on ne le définit pas dans le Code civil, mais on dit que c'est l'ensemble des droits et obligations d'une même personne et qui ont une valeur pécuniaire. Donc, ce sont des rapports de droit susceptibles d'une évaluation en argent et dans lesquels une personne est engagée positivement, donc c'est un droit, ou négativement, une obligation. Donc les droits patrimoniaux ont une valeur pécuniaire. Le patrimoine, il a été théorisé par Obriero au XIXe siècle selon la théorie classique. Alors la théorie classique, qu'est-ce que c'est? Et quels sont les différents critères? Alors les critères, on a plusieurs règles. La toute première, c'est celle de l'universalité de droit. Donc l'universalité de droit, c'est l'actif et le passif, qui permet une sorte de contenant en fait. Il faut voir le patrimoine comme une sorte de sac dans lequel il y a l'actif plus le passif. C'est ça l'universalité de droit, excusez-moi. Et il ne faut pas la confondre avec l'universalité de fait. Donc voilà. Qu'est-ce que ça sert à dire, l'universalité de droit? Ça sert à dire que les créanciers ont un droit de gage général sur les biens composant les dettes. C'est montré à l'article 2284 du Code civil. Ensuite, il y a une deuxième règle, c'est celle de l'émanation de la personne. Donc, ah oui, aussi, au fait, il y a différents droits selon si c'est le patrimoine ou les droits patrimoniaux. Donc le patrimoine est incessible, insaisissable, imprescriptible, alors que les droits patrimoniaux sont cessibles, saisissables et prescriptibles. Sauf le droit de propriété qu'on verra plus tard. Donc voilà, deuxième règle, l'émanation de la personne. Ça, c'est une théorie personnaliste. Donc qu'est-ce que ça veut dire, le fait que ce soit une émanation de la personne? Eh bien, ça veut dire que ça peut être accordé à toute personne. Ensuite, ça ne peut être accordé qu'à une personne physique et une personne juridique, donc pas un animal ni une chose, que ce patrimoine est viager, c'est-à-dire qu'il reste lié à la personne aussi longtemps qu'elle vit, puis après transmise à la mort, à la descendance. Et ce patrimoine
est unique. Pour chaque personne, il y a un seul patrimoine, en théorie. Parce que, on va le voir tout de suite, il y a des exceptions à ce principe, qui sont la nouvelle règle du patrimoine d'affectation. Quelles sont les applications de la théorie du patrimoine d'affectation? Eh bien, les applications, elles apparaissent tout d'abord dans le droit des successions. Donc, dans le droit des successions, qu'est-ce qu'on a? On a l'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net, donc selon l'article 787 du Code civil. En effet, s'il y a plus de passifs que d'actifs, il y a moyen de refuser la succession. Ensuite, ça se retrouve dans le domaine des affaires. Parce que dans le domaine des affaires, avec la création de la société unipersonnelle, on a un écran de la personnalité morale. C'est-à-dire que l'entrepreneur va avoir son patrimoine personnel, mais il va également avoir, à l'aide de la personnalité morale qu'est l'entreprise, un écran, donc un patrimoine professionnel. Ce patrimoine professionnel, il lui permettra, en cas de problème avec les créanciers, de ne pas s'engager directement lui avec son patrimoine personnel, mais d'engager le patrimoine de la société. Donc c'est une sûreté. En revanche, les créanciers exigent quand même l'engagement personnel du commerçant par notamment un cautionnement. Par ailleurs, on a la protection de l'entrepreneur individuel, parce que celui qui n'a pas de société unipersonnelle ne sera pas protégé sinon. Donc pour le protéger, l'article L-526-1 du Code du commerce explique, donc donne plusieurs choses. On a différentes sûretés, donc notamment l'insaisissabilité de la résidence principale de l'individuel, donc depuis le 1er janvier 2023, mais il doit être immatriculé au registre national des entreprises pour cela. On a par ailleurs la possibilité de faire une déclaration notariale d'insaisissabilité des autres droits mobiliers non professionnels, donc encore une fois pour éviter d'avoir un problème avec les créanciers qui prendraient sur le patrimoine personnel. Et enfin, on a la reconnaissance du patrimoine professionnel en plus du patrimoine personnel de l'individuel. Donc selon la loi du 14 février 2022, l'article 526-22 du Code du commerce. Quatrièmement, on a la fiducie. Donc la fiducie, c'est une loi de 2007 qui a créé le titre 16 du livre 3 du Code civil, qui s'étend aux articles 2011 et suivants. Alors le fiduciaire, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui reçoit la propriété des biens d'une personne qui sont réaffectés dans l'intérêt d'une troisième personne. Enfin, on a l'agent des sûretés. L'agent des sûretés, il a été créé en 2017. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le fait que plusieurs créanciers participent à une même opération de financement et ils peuvent recourir à cet agent, donc l'agent des sûretés, pour prendre des sûretés, des garanties dans le cadre de cette opération de financement. Donc selon l'article 2488-6 du Code civil. Ce patrimoine est donc distinct par rapport au patrimoine propre de l'agent des sûretés. L'agent des sûretés a un patrimoine qui appartient à d'autres personnes, car il le gère, et il a son patrimoine personnel à lui qui n'a rien à voir. Donc voilà, j'espère que le petit diaporama vous aura aidé. Moi, il m'a aidé. J'ai sûrement dit plein de bêtises, mais j'espère pas, parce que les partiels sont dans pas longtemps. Donc voilà, bonne journée. Ciao, ciao.